La baignade, partie 1. On m'a affirmé qu'elle était vraie du début à la fin, cette histoire qui n'a rien à envier aux plus belles légendes du Moyen-Âge européen. Je me contenterai de vous la conter telle qu'elle m'a été racontée par la bouche de ce vieux chef coutumier, sans ajouter ou y retrancher le moindre détail. Sans doute ne parviendrai-je pas à traduire, avec l'intonation et la saveur qui s'en dégagent, les propos de cet ancien notable, lequel me les rapportait avec un feu et conviction que je suis loin de ressentir aujourd'hui, après avoir passé tant d'années dans une ville hors de l'influence du sol, de l'atmosphère et des gens d'un village typiquement africain. Essayons toutefois de nous reporter plusieurs dizaines d'années en arrière dans un de ces petits coins de brousse encore épargnés par la civilisation où le passage d'une automobile était un événement, l'arrivée d'un Européen, un véritable miracle. Le blanc vint s'installer dans notre village, l'année où ce grand léopard tua en plein jour le fils du forgeron pour aller le dévorer dans la forêt. 2 apparut d'abord seul, ensuite il nous donna de lui construire une maison de 20 pas sur 15, afin qu'il puisse y vivre avec sa famille. Nous l'avons appelé Mondele Matiti, parce qu'il était agronome et se penchait avec intérêt et amour sur la moindre plante, cherchant à en connaître le nom et l'utilité. Il se proposait de nous imposer une nouvelle manière de cultiver la terre, à nous et à tous les autres paysans de la région. Boula Matari lui avait commandé de s'établir au milieu de nous pour surveiller de plus près l'exécution de ses volontés. Au début, nous avions presque peur de l'approcher et même de le regarder, tellement sa face était claire et ses yeux redoutables. Mais comme il avait la voix douce et qu'il ne frappait personne, nous apprîmes bien vite à ne plus le fuir. C'est surtout après que le chef lui eut offert sa fille, une jeune beauté au sein fier et dont les hanches larges et souples promettent de grandes satisfactions, que nous nous aperçûmes qu'il était un homme ordinaire et non un être surnaturel comme nous nous l'étions imaginé auparavant. 2 s'était comporté avec la fille comme n'importe lequel d'entre nous, avec peut-être plus de précipitation et moins de constance, à la manière de ces jeunes qui ne savent pas finir ce qu'ils ont commencé avec trop de hâte. Elle fut sa femme toutes les nuits, jusqu'au jour où arrivèrent la Blanche et le Petit Blanc. Cette grande femme blanche était bien comme nous nous l'imaginions. Impérieuse et dure, elle savait parler aux hommes et aux femmes sur un ton tranchant et définitif, craint très fort quand on la contrariait, faisant mine de frapper celui qui osait lui tenir tête. Nous avons tout de suite supposé que quelque chose n'était pas normal dans cette créature, jusqu'au moment où notre sorcier, qui l'avait bien observé, nous expliqua qu'elle avait le corps d'une femme et la tête d'un homme. Dès qu'elle est là, l'attitude de Mondele Matiti se modifia inexplicablement. Il renvoya tout d'abord la fille du chef, alors qu'il aurait très bien pu la garder près de lui et l'installer dans la petite chambre, près de la cuisine, et continuer à la visiter après en avoir fini avec la Blanche. Ce qui nous parut plus inquiétant, c'est son changement d'attitude. Il commença à se montrer plus exigeant envers nous et même très méchant, surtout lorsqu'il estimait que les villageois n'avaient pas exécuté correctement les tâches qu'il leur avait imposées. Pour le Petit Blanc, c'était tout autre chose. Il s'appelait Bernard, comme le saint que l'on voit sur le vitrail de la chapelle, à la Mission. Il devait avoir à cette époque juste le même âge que mon neveu, pour qui je venais de doter la fille unique d'un riche voisin. Ceci, c'est pour vous faire comprendre qu'avec sa taille, il aurait pu, s'il avait été noir, prendre femme depuis tout un temps. Mais nous avons remarqué par la suite que les Blancs sont souvent en retard sur les Africains pour ces questions essentielles de la vie sociale. Bref, le petit Bernard avait encore l'heureux caractère d'un enfant et ne cherchait qu'à s'amuser et profiter de sa liberté. Voilà pourquoi il se lia très vite à quelques galopins du village qui lui apprirent à parler notre langue et à comprendre quelques-unes de nos coutumes. On le voyait à tout moment rôder autour de nos cases, ce qui ne nous ennuyait pas le moins du monde, mais semblait déplaire très fort à sa mère, l'épouse blanche de Mondele Matiti.
Ce petit blanc avait donc pris l'habitude de sortir avec Paulin et Honoré, deux petits drôles, toujours prêts à commettre quelques méfaits, au lieu d'aider leurs parents à cultiver le champ de manioc ou d'aller couper du bois dans la forêt. À la bande se joignait fréquemment la fille d'un vieil ivrogne, ancien soldat de la force publique, qui venait tout juste de perdre sa femme et n'avait pas encore trouvé une nouvelle mère pour ses enfants. Cette fille, qui avait à peu près leur âge et qui se prénommait Céline, les accompagnait régulièrement. Nous devions l'apprendre quand il était trop tard. Quand les trois gamins allaient se baigner dans les étangs, deux grandes pièces d'eau, aménagées pour l'élevage des tilapias, derrière le village, non loin de la forêt qui leur offrait à cet endroit la protection de ces grands eucalyptus au feuillage odorant. À quel jeu interdit se livraient ces sacrés garnements? On n'ose pas y penser. Pourtant, il est certain que le petit Bernard n'y participe qu'en spectateur innocent, quoique intéressé. Ce n'était pas encore bien grave, tant que personne n'était au courant. Mais il fallut que quelqu'un les vît un jour, et s'empressa d'aller le rapporter à Mondele Matiti et à sa femme blanche. Que leur apprend-on exactement? Pas grand-chose, sinon qu'on avait vu leur fils tout nu dans un étang avec des enfants du village. C'était plus qu'il n'en fallait pour provoquer la colère de la femme qui obligea Mondele Matiti à faire appeler le chef du village. Devant tout le monde, même les domestiques étaient présents. Celui-ci fut menacé de la chicotte et de la prison si on trouvait encore ces petits morveux barbotant dans la même eau que le petit blanc. La femme en profita pour dire des choses très méchantes à son fils, qui assistait à la réprimande que venait de subir le vieux chef. Bien que parlant très mal le français, celui-ci comprit que la mère interdisait à son fils d'aller se baigner désormais avec des petits nègres. Elle ajouta qu'il serait sévèrement puni si on l'y reprenait, et elle lui affirma même qu'il risquait, en se plongeant dans l'eau en même temps que des noirs, de voir sa belle peau blanche prendre rapidement la même teinte que la leur. En conclusion, cette horrible femme déclara à Bernard que s'il devenait noir, lui aussi, ni son père, ni sa mère n'oseraient encore se promener en sa compagnie. Le narrateur, en me rapportant ses propos criminels, hochait la tête avec déception et tristesse. Il n'en revenait pas lui-même de trouver de telles paroles dans la bouche d'une maman. Mais il s'insurgeait davantage du peu de cas dont faisaient les femmes blanches de la peau noire. Le chef s'en alla raconter cette incroyable nouvelle au village, demanda à chacun ce qu'il convenait de faire pour échapper aux sévices promis par Mondele Matiti. La morsure de la chicotte était à craindre, mais l'isolement insupportable dans la prison du territoire ne valait guère mieux. Chacun lui donna son opinion, la plus commune étant de prévenir les enfants qu'ils devaient fuir le petit blanc comme le diable en personne, vu que sa fréquentation n'apporterait que de grands maux au village et des souffrances à ses habitants, sans parler de l'humiliation extrême du chef. Le sorcier du village était d'un autre avis. C'était un homme à la fois rusé et très sage, qui avait une connaissance profonde de la vie et de l'âme des hommes. Pour lui, il ne fallait pas troubler les enfants, mais laisser agir la nature. Les esprits, ajouta-t-il, se chargeraient bien d'arranger leurs affaires et de châtier les vrais coupables. Sur le moment même, nous ne comprîmes pas très bien ce qu'il voulait dire, mais comme nous avions l'habitude de l'entendre parler dans des termes obscurs, inaccessibles au cerveau peu préparé à la fréquentation du surnaturel, nous lui fîmes confiance et décidâmes de nous en remettre au destin. C'est la semaine suivante que le prodige se manifesta, à la fin d'une journée particulièrement chaude. La fin du travail au champ venait d'être sifflée par le régisseur, délégué auprès des paysans par Mondele Matiti pour veiller à l'exécution des tâches journalières. Chacun rentrait au village, heureux d'en avoir fini jusqu'au lendemain, se disposant à prendre un repos bien mérité, après s'être confortablement gavé l'estomac de petits poissons fumés ou de quelques beaux morceaux d'antilope. À ce moment précis, éclatèrent des hurlements affreux en direction des étangs. Les plus braves s'y précipitèrent après s'être munis d'une lance, d'une machette ou de toute autre arme improvisée. Il s'agissait de s'attaquer à un ennemi qui ne pouvait qu'être redoutable, à en juger par l'horreur qui perçait dans les cris des enfants.
car il s'agissait bien d'enfants qui poussaient ces plaintes déchirantes qui montaient et s'enflaient, reprises en écho par le mur que formait la forêt en contrebas. Et ces hommes, pourtant résolus, se sentaient de plus en plus inquiets et tremblants à mesure qu'ils s'approchaient de l'endroit maudit. Nous, les vieux et les notables, n'avons pas vu cette chose extraordinaire que nous ont raconté ceux qui sont revenus de l'étang en transportant la victime, le petit Bernard enroulé dans une couverture jetée à la hâte sur son corps. Le vieux avait pris tout son temps avant de poursuivre le récit, comme s'il craignait de révéler l'épouvantable secret que cachait Mondele Matiti, dont il avait enveloppé son malheureux fils.